pense déjà que, comme vous venez de le dire, on va vers l'ouverture, la rentrée prochaine pour l'année 2016-2017. Et si vous avez bien suivi les informations, l'année dernière a été vraiment perturbée par des grèves cycliques des organisations syndicales d'enseignants. Le deuxième constat, c'est que les résultats des examens ont été également, je ne dirais pas catastrophiques, mais en deçà de la moyenne, que ce soit le CFE, l'entrée en sixième ou le bac. Donc on pensait que nous, en tant qu'organisation de la société civile, qu'il nous fallait faire une évaluation inclusive, sans complaisance, non seulement des résultats scolaires, mais du système dans sa globalité. Du système dans sa globalité. Aujourd'hui, il y a des accords qui avaient été signés et dont le non-respect avait été à l'origine de cette crise, de cette instabilité du système éducatif. Où est-ce que nous en sommes? Je pense que c'est les deux constats principaux que la coalition a déjà fait comme bilan de l'année scolaire passée. Donc, une grève répétitive et des résultats scolaires très en deçà de la moyenne. Aujourd'hui, comme vous venez de le dire, le ministère de l'Éducation nationale a programmé l'ouverture déjà, la rentrée des classes pour les enseignants le lundi 3, pour les apprenants le lundi 5. Si vous vous rappelez également, la COSIDEP, en partenariat avec les M23, avait initié depuis 2 ans une action de mobilisation citoyenne dite Ubitaï Yangatay. Je ne parlerai pas de slogan, mais c'était une campagne de mobilisation citoyenne pour une effectivité de la rentrée des classes ou des cours dès le premier jour de la rentrée des classes. Cette campagne avait pour objectif déjà de conscientiser, de poser le débat autour du quantum horaire, du non-respect du quantum horaire, qui n'est pas seulement lié au démarrage tardif des cours. Il y avait les jours fériés, il y a les grèves des enseignants, mais on avait fait un focus pour dire on va commencer par ce qui est maîtrisable, c'est-à-dire la rentrée des classes. Donc avoir une effectivité des cours dès la rentrée des classes. Donc en 2 ans, nous avons fait la campagne. Cette année, nous l'avons débuté également avec nos antennes régionales dans les 14 régions du Sénégal. Et on se réjouit qu'on ait l'accompagnement du ministère qui a également pris des écoles cibles dans chaque région. Parce que notre objectif, comme on a l'habitude de le dire, la campagne Ubitaï Yangatay n'est pas une propriété de la COSIDEP, mais ça doit être une propriété de tout citoyen sénégalais qui est conscient de l'utilité ou de la priorité de l'éducation, qui a un enfant dans le système éducatif sénégalais. Donc aujourd'hui, est-ce que toutes les dispositions sont prises? Je pense non. Il y a les inondations, on a tous vécu également, que ce soit à Kaffrine, à Kaolack et même à Dakar. On a vécu la question des inondations, qui est une question également qui avait été déjà prise en charge par la COSIDEP, parce qu'on avait fait depuis 5 ans une cartographie scolaire pour toute la région de Dakar. On maîtrise, on sait aujourd'hui quelles sont les écoles qui sont inondées, quelles sont les écoles qui sont susceptibles d'être inondées, quelles sont les écoles qui peuvent être occupées par des sinistrés, ou quelles sont les écoles qui ont des chances d'être inondées. Donc, on avait une cartographie qu'on avait partagée et avec le ministère et avec tous les acteurs. Et on a également été conviés à une rencontre du ministère de l'Éducation nationale pour faire un peu l'état des lieux, pour voir aujourd'hui quelles sont les dispositions à prendre pour ces écoles qui vivent ces inondations ou qui sont occupées par les sinistrés, pour voir les mesures à prendre avant l'ouverture de la rentrée des classes. Donc aujourd'hui, que ce soit les organisations de la société civile qui sont là pour accompagner le ministère ou le ministère de l'Éducation, l'ensemble des acteurs s'activent autour des dispositions ou des actions à prendre pour que la rentrée, la campagne où le concept Ubitaï Yangatay soit une réalité, même si ce n'est pas dans l'ensemble du territoire sénégalais, mais déjà les écoles, je le dis en clin d'œil aux écoles qui sont des abris provisoires, parce qu'il y a des écoles où Ubitaï Yangatay est impossible, parce qu'ils sont en abri provisoire, mais il y a des écoles où Ubitaï Yangatay peut être une réalité si des dispositions préalables sont prises. Le constat, je l'ai dit, depuis 10 ans, le Sénégal n'arrive pas à accéder à 50% de réussite, que ce soit le CFE, le BFM ou le bac.
Ça, c'est un constat qui est ressorti de la dernière rencontre de notre conseil d'administration. Deuxième constat, c'est que l'année scolaire passée, c'est comme les autres années. On a vécu la crise avec beaucoup de regrets. On a frôlé l'année blanche depuis 2012, on vit le même stress. Donc nous, on avait appelé le gouvernement et les organisations syndicales à profiter des 2 mois de vacances, le mois d'août et le mois de septembre, pour essayer de se mettre autour d'une table pour voir quelles sont les dispositions ou comment parachever la mise en œuvre des accords. Parce qu'il y a eu des négociations, la COSYDEP a joué un rôle de médiation, l'État avait commencé à mettre en œuvre les accords, mais ce n'est pas achevé. Donc nous, depuis juillet, on a alerté, on a demandé à l'État de parachever la mise en œuvre de ces accords. Pas seulement profiter de ces 2 mois pour parachever, mais également pour réfléchir autour des défis, des problèmes du système éducatif. Hormis la grève, hormis les accords non signés, je pense qu'aujourd'hui, on a un défi lié à la qualité de l'enseignement, un défi lié à la gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les acteurs, toute la communauté s'intéressent à la gestion de l'école? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un suivi citoyen qui se fait par rapport aux ressources injectées directement dans les écoles via les contrats de performance et les contrats d'amélioration de la qualité? Donc, il y a plusieurs défis, plusieurs collectifs à apporter au système éducatif. Je pense qu'on en avait beaucoup discuté lors des Assises nationales de l'éducation et de la formation. Des recommandations consensuelles avaient été prises avec l'ensemble, vraiment consensuelles, parce qu'il y avait tous les acteurs. Donc il s'agissait pour nous d'alerter l'État par rapport à ça pour qu'il puisse ouvrir, l'État puisse réouvrir le rapport des Assises nationales de l'éducation et de la formation, voir les recommandations qui avaient été faites, parce qu'on a discuté de tous les aspects liés au secteur de l'éducation et de la formation, de l'accès en passant par la qualité, la gouvernance, le financement. Donc tout a été discuté. Donc il s'agissait pour l'État de voir comment apporter les correctifs au système éducatif à partir des recommandations issues des Assises nationales de l'éducation et de la formation et de parachever la mise en œuvre des accords signés. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est toujours d'actualité. Les accords signés non respectés, c'est toujours d'actualité. Le Haut Conseil du dialogue social a convoqué une session de pré-rentrée. On pense on souhaite que cette question soit entérinée, que l'État parachève une bonne fois la mise en œuvre de ces accords et qu'on puisse se tourner vers les véritables défis et enjeux du système éducatif, liés non seulement à la qualité et à la gouvernance, mais également au financement du système, parce que chaque année, le budget de l'éducation monte. On est à 500 milliards, 6% du PIB, et sans pour autant avoir des résultats satisfaisants. Si je prends l'exemple des évaluations nationales du BAC, du BFM ou du CFE. Bon, on ne le souhaite pas, mais si ces questions ne sont pas réglées, l'année scolaire sera perturbée, parce que la principale cause de perturbation de l'année scolaire, c'est des accords signés non respectés. C'est la principale cause. Je pense que l'État a commencé, il y a un début de mise en œuvre des accords. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on voudrait dépasser cette question d'accords non signés. Il faut que l'État aille impérativement vers le parachèvement de la mise en œuvre de ces accords. Pour qu'on puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, se tourner, parce que le système est confronté à des défis plus urgents, à d'autres enjeux que des accords signés et non respectés. Aujourd'hui, la problématique de la qualité doit nous interpeller tous. 10 ans sans pour autant atteindre 50% de réussite aux évaluations nationales, c'est grave, c'est alarmant. Aujourd'hui, qu'en est-il de toutes ces ressources injectées directement au niveau des écoles? Le constat, il est fait. Le mal est diagnostiqué. Il n'y a plus besoin de se retrouver autour d'une table pour discuter pour faire le diagnostic du système éducatif sénégalais. On l'a fait durant les assises nationales où 500 millions ont été injectés, ont été alloués pour l'organisation de ces assises. Le mal du système éducatif sénégalais est connu. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, la COSYDEP, si vous avez suivi, on a sorti un livre blanc
où on a diagnostiqué tous les maux du système éducatif sénégalais, où on a fait des propositions pour chaque mal, une proposition. Donc le mal du système éducatif sénégalais est connu, mais aujourd'hui, on ne peut pas se tourner vers le système éducatif pour le soigner, pour soigner ce mal, parce que il y a un désaccord entre l'État et les organisations syndicales suite à des accords signés et non respectés. Aujourd'hui, on perd trop de temps à la médiation, à la facilitation pour une stabilité. Et on ne se tourne pas vers ce problème qui est là, qui est lié à la qualité du système éducatif. Aujourd'hui, on devrait, parce qu'il y a un nouvel agenda de développement qui est là. Il y a l'ODD 4 qui concerne spécifiquement l'éducation. Mais aujourd'hui, est-ce que le Sénégal a un cadre d'action par rapport à ça? Non. Aujourd'hui, on ne se tourne pas vers ces enjeux et ces défis parce que le système est instable, parce que les enseignants sont en grève, parce que l'État se met à dialoguer avec les enseignants pour avoir un système stable. Donc je pense que, comme je l'ai dit, il faut qu'on dépasse cette question d'accord signé et non respecté. Que l'État aille vers la mise en œuvre des accords et que tous les acteurs puissent maintenant se tourner vers la résolution des maux du système éducatif sénégalais. Ça, je pense que c'est un impératif. On ne peut pas continuer à dépenser des milliards, 6% du PIB, vous vous rendez compte, pour le système éducatif sénégalais. De 300 milliards, on est passé à 500 milliards et d'année en année, le budget va accroître alors que les résultats ne suivent pas. Donc on a un système qui est inefficient et inefficace. Aujourd'hui, qu'en est-il de la question de l'amélioration de l'environnement apprentissage des enfants? Qu'en est-il de la prise en charge de la petite enfance? Qu'en est-il de la prise en charge de l'éducation de base des jeunes et des adultes? Je pense au non formel, qui a moins d'1% du budget. Alors que l'ODD 4 parle de l'apprentissage tout au long de la vie. Qu'en est-il des questions d'équité entre le milieu urbain et le milieu rural? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les enfants qui sont dans en milieu rural ont des manuels scolaires en quantité suffisante et à temps? Est-ce qu'ils sont dans un environnement apprentissage qui leur permet d'être performants? Est-ce qu'aujourd'hui les enseignants qu'on a sont bien formés, sont bien encadrés? Je pense qu'il y a une série il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis liés à beaucoup de défis auxquels le système est confronté qui ne peuvent pas être réglés à cause de la non-stabilité du système éducatif sénégalais. Mais les maux sont connus. Le mal du système éducatif sénégalais est connu. Il faut juste aller vers la mise en œuvre des recommandations issues des assises. Les stratégies ont été définies, les recommandations, les problèmes identifiés, des recommandations formulées. Il faut aller vers la mise en œuvre de ces recommandations. La rentrée des classes doit coïncider avec le démarrage effectif des cours. C'est ça qui est connu ou bien qui a été vulgarisé sous le concept Ubité Dianguete. Pour l'édition de cette année, est-ce qu'on va réaliser Ubité Dianguete ou on ne va pas réaliser le Ubité Dianguete? Je crois que c'est impossible de ne pas sénégalais, mais ce qu'il y a aussi à regretter, c'est le manque d'ambition du ministère de l'Éducation nationale qui s'est fixé un objectif de réaliser Ubité Dianguete dans 700 établissements scolaires, ce qui ne constitue même pas le 10e des établissements scolaires du public. Cela veut dire qu'aujourd'hui, qu'on parle d'Ubité Dianguete pour 700 établissements scolaires, je crois que même sans le dire, même sans donner des instructions, ça doit pouvoir se réaliser. Je crois que si on en est à se fixer un objectif de Ubité Dianguete, c'est d'abord parce qu'il y a des bonnes pratiques qui n'ont pas pu être capitalisées. Vous savez, au niveau institutionnel, il y avait régulièrement des CDD préparatoires de la rentrée, des CRD, avec même la participation du ministre. Après justement avoir donné des instructions au niveau déconcentré, les CDD et les CRD permettaient de faire le point et de pouvoir identifier les niveaux d'intervention pour que la rentrée puisse être effective. Au niveau communautaire, il y avait également de bonnes pratiques consistant à responsabiliser la communauté au niveau de l'établissement. On se rappelle tous le concept une ASC, une école, pendant les vacances, où des cours de vacances sont donnés gratuitement aux élèves avec l'appui des collectivités locales. Quand l'école fonctionne 12 mois sur 12,
il n'y a pas de raison à s'inquiéter. Est-ce que les conditions sont bonnes ou non pour une rentrée des classes? Parce qu'en réalité, quelquefois, on fait une mauvaise querelle aux enseignants pour leur dire que vous êtes les seuls agents de la fonction publique à bénéficier de 3 mois de vacances, ce qui ne correspond pas à la réalité. L'enseignant qui est créé en main ne travaille pas pendant que les élèves sont en vacances. Mais l'administration scolaire doit travailler 12 mois sur 12. Chacun d'entre eux a peut-être 2 semaines ou 1 mois de congé pendant l'année scolaire. Donc, il y a des permanences qui doivent fonctionner. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord institutionnaliser et réglementer les périodes de réinscription et les périodes d'inscription. Dire que l'élève qui était dans l'établissement, qui doit revenir dans le même établissement, a un délai de jusqu'au 15 septembre pour se réinscrire. Au-delà de cette date, on considère qu'il est démissionnaire. Les autres qui sont nouvellement orientés dans l'établissement, on dit vous avez jusqu'au 30 septembre pour vous inscrire. Le 1er octobre, les listes de classe seront disponibles. Si en plus les conditions sont en place, évidemment, il n'y a pas de raison que le démarrage des cours ne coïncide pas avec la rentrée des classes. Maintenant, vous avez raison, il y a des intempéries, qui font que, couplées à des abris provisoires, c'est-à-dire que des infrastructures scolaires qui ne sont pas adaptées au climat, font que le démarrage ne peut pas être effectif dans certaines localités. Mais là aussi, c'est un effort à faire dans le cadre de la résolution des abris provisoires. Nous avons un gouvernement qui, depuis des années, rabâche sans cesse la résolution des abris provisoires, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on limite l'élargissement de la carte scolaire, au point que, pour dire simplement qu'il faut résorber les abris provisoires, mais malgré tout, on voit encore les abris provisoires à perte de vue. Je crois que l'année dernière, ce qui s'est passé et qui a marqué les esprits ne relève pas des enseignants, mais relève d'une attitude incompréhensible du gouvernement consistant à dire nous refusons de dialoguer et à la place où nous mettons un dispositif coercitif sur le plan pécuniaire et sur le plan administratif. Cela veut dire que le gouvernement a opté radicalement la logique de confrontation. Et à partir de ce moment-là, quand les uns disent que nous allons engager la confrontation, les autres disent que nous n'allons pas reculer, personne n'y gagne. C'est une logique dans laquelle personne n'y gagne. Les plus grandes guerres se sont terminées autour d'une table. Donc il n'y a pas de raison aujourd'hui de dire qu'il n'y aura pas de négociation. Alors nous avons vécu ce que nous avons vécu l'année dernière. Fort heureusement, les médiations ont eu lieu avec l'implication en dernier ressort des chefs religieux. Les mouvements de grève et de débrayage ont été suspendus. L'année scolaire a été rattrapée, tant bien que mal. Il fallait mettre à profit cette période-là pour régler les problèmes. Parce que, je l'ai dit au ministre de l'Éducation nationale, les grèves n'ont pas lieu sur des états d'âme. Les grèves n'ont pas lieu sur des ressentiments. Ce n'est pas parce qu'on aime bien quelqu'un qu'il n'y a pas de grève, ou bien qu'on déteste l'autre qu'il y aura des grèves. C'est parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution, ou bien qu'il y a une mauvaise volonté de la part de celui qui devait apporter des solutions, que l'autre camp se braque. À partir de ce moment-là, les négociations, les concertations doivent avoir lieu. Mais c'est des accords qui demandent à être appliqués. Donc, si on exécute jusqu'à un certain niveau, on constate qu'on est dans des limites objectives, le mieux c'est d'appeler l'autre partie pour lui dire que voilà ce que j'ai pu faire. Si je m'en suis arrêté à ça, voilà les contraintes qui sont là. Si c'est des contraintes objectives, les enseignants sont suffisamment intelligents pour comprendre que ce n'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, un consensus peut être trouvé au bénéfice de l'école et du peuple sénégalais. Mais les vacances scolaires sont presque finies. Le gouvernement est resté constant dans sa logique. Le comité de suivi même ne s'est pas réuni depuis lors. Nous apprenons ça et là quelques avancées par rapport à la mise en œuvre des accords. Mais tout ceci devait aller de pair avec des concertations pour qu'on dise aux gens voilà où est-ce qu'on en est. S'il y a des réajustements à faire, des suggestions pourraient venir des syndicats d'enseignants pour aller dans le sens de réajuster afin que le moment est que nous puissions être à un niveau de satisfaction suffisante pour ne pas aller vers une nouvelle compromission de l'année scolaire. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Une tentative de renouer le fil du dialogue est en train de se dessiner, notamment avec l'implication du Haut Conseil de dialogue social qui a permis de secouer un peu le ministère de l'Éducation nationale et les autres ministères. Mais je pense qu'il est presque trop tard. Mais dans tous les cas, nous souhaitons qu'on puisse mettre quelque chose de consistant sur la table
afin de placer la prochaine année scolaire dans une parabole de sécurité. Il n'y a pas eu de rencontre pour faire une évaluation objective de la situation. Nous savons que des rappels sont en train d'être payés. Jusqu'à quel niveau, on ne sait pas. Ils ont déclaré qu'il y avait 32 milliards 200 millions qui devaient être payés aux enseignants. C'est une dette à l'endroit des enseignants que le gouvernement se doit d'honorer. Des enseignants nous disent ça et là que depuis le mois de juillet, ils commencent à percevoir le reliquat de rappel, mais tant qu'on ne se retrouve pas au niveau d'un comité de suivi, on ne peut pas en faire l'évaluation. Nous savons également qu'au niveau du ministère de la fonction publique, des efforts sont en train d'être faits en termes de mise en projet, en termes de publication d'actes administratifs, en termes de préparation des commissions d'avancement, parce que ces commissions-là ne sont pas réunies depuis 2013, en termes de dématérialisation du fichier de la fonction publique. Tout ça, c'est des efforts que nous avons des informations éparses, ça et là, mais il est important que nous puissions conserver le cadre de concertation pour que les représentants des enseignants que nous sommes puissions donner la bonne information. Sinon, s'il y a parmi nous des gens malhonnêtes, ils peuvent falsifier l'information et amener les enseignants à se braquer. C'est pourquoi je crois que c'est dans l'intérêt du gouvernement d'ailleurs de remettre en place l'étape de concertation. Nous nous apprêtons à aller vers l'ouverture des classes de l'année scolaire 2016-2017. Maintenant, il y a lieu de s'interroger par rapport à ce fameux slogan qui est tout le temps porté par le ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence M. Serigne Mbaye Thiam. C'est une vision très noble, le fait de vouloir ouvrir aujourd'hui et de démarrer les apprentissages aujourd'hui. Mais en tant qu'acteur politique, ou bien en tant qu'acteur de l'éducation nationale, ça sera un peu difficile pour que cela puisse arriver au Sénégal, ou bien dans le monde, vu le contexte socio-économique du Sénégal. Aujourd'hui, avec les inondations qui existent, il y a des écoles où sont logés les sinistrés. C'est un peu difficile quand même de pouvoir prendre en charge cette question-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le contexte économique. Nous sortons de la Tabaski et il y a les frais d'inscription à chercher pour certains parents. Ça sera un peu difficile de pouvoir prendre en charge toutes ces questions-là. Et aussi, nous savons tous que le Sénégalais a l'habitude d'aller inscrire ses enfants le jour de l'ouverture, c'est-à-dire le 5 prochain. Donc ça sera un peu difficile pour pouvoir ouvrir au Bitay Djangtay. Parce que ça n'existe nulle part d'ailleurs dans le monde où on ouvre aujourd'hui et qu'on démarre les apprentissages. Parce qu'on ne peut pas démarrer les apprentissages en début d'année scolaire. Dans le système scolaire, les 3 premiers mois, ou bien la première semaine de l'ouverture, nous sommes dans ce qu'on appelle les inscriptions. Après, nous serons dans ce qu'on appelle les prérequis ou bien les révisions. C'est après les révisions que nous devons démarrer les apprentissages. Mais pour pouvoir démarrer un apprentissage, il faut avoir le quorum nécessaire dans les salles de classe. Ça sera un peu difficile de pouvoir démarrer, d'avoir le quorum nécessaire au niveau des salles de classe. Ça c'est un. Secondo, dans le milieu rural, présentement, les enfants sont dans les champs, ils sont en train de cultiver les champs. Ça sera un peu difficile pour que les parents puissent les libérer pour qu'on puisse démarrer exhaustivement les apprentissages. C'est un slogan qui est noble, c'est un souhait. Mais aujourd'hui, le discours de la vérité, le langage de la vérité, c'est qu'on ne peut pas ouvrir aujourd'hui, démarrer les apprentissages aujourd'hui. C'est ça la réalité. Parce que je prends le cas d'une fille qui est chez moi, qui me dit que moi, je vais rentrer chez moi en fin octobre. Il est élève, elle doit faire la 4e l'année prochaine. Donc, pourquoi? Les raisons qui lui ont poussé d'aller en mois de novembre, c'est parce que les maîtres, ou bien les professeurs, regagnent leur lieu de travail au mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'au mois d'octobre, tous les enfants sont dans les champs. Donc, il y a des déblocages qui existent dans le milieu, dans le système économique. Donc, il faut regarder la physionomie du Sénégal pour voir est-ce que c'est possible de Ubitay Djangtay. Pour ce qui est cas du Sénégal, si nous regardons le contexte, ça sera un peu difficile de pouvoir réussir ce fameux slogan.
N'est-ce pas? Depuis combien d'années il le fait? Ça fait des années. Mais nous ne parvenons pas à avoir le quorum nécessaire. Sinon, si nous le faisons, nous allons nous mentir nous-mêmes parce que nous n'allons pas avoir le quorum. On va démarrer avec 3, 4 élèves dans une salle de classe et on dira que nous avons réussi. Ce n'est pas seulement avec 5 apprenants, c'est avec une salle de classe remplie d'élèves qui viennent pour pouvoir travailler normalement. Donc on considère ce slogan comme étant utopique. C'est noble, c'est un slogan noble. Mais pour dire, dans la faisabilité, ça sera très difficile parce que nous sommes des acteurs de l'éducation. Nous savons ce qui se passe. Nous sommes des enseignants créés à la main. Allez dans les écoles publiques, privées, qui sont très bien organisées contrairement aux écoles publiques. Mais à l'ouverture, les gens sont dans les inscriptions. Demandez à un parent, dites-moi quel est ce parent qui est allé inscrire son enfant présentement. Nous qui sommes des fonctionnaires, nous peinons à arrondir les fins de mois pour pouvoir aller inscrire nos enfants. Nous attendons la fin du mois pour pouvoir inscrire. Est-ce que nos enfants seront dans les conditions de pouvoir apprendre? Est-ce qu'ils auront les outils nécessaires? Parce que si on écoute bien le slogan, c'est Djang. Djang, ça veut dire quoi? Apprendre. Qu'on donne des apprentissages. Ce n'est pas possible qu'on démarre les apprentissages le 5 octobre. Ce n'est pas possible. Alors, vu que les conditions ne sont pas réunies, donc on peut dire que c'est voué à un échec. Donc... Mais ça a toujours échoué. Ça a toujours échoué. C'est-à-dire, il faut changer la mentalité des Sénégalais pour qu'ils puissent faire les réinscriptions au mois d'août et septembre. Au mois de septembre. Parce que le congé pour l'enseignant, c'est le mois d'août. Mais les inscriptions doivent démarrer au mois de septembre. Si aujourd'hui, tous les parents se mettent dans les conditions de pouvoir inscrire leurs enfants au mois de septembre et acheter les fournitures scolaires au mois de septembre, on pourra arriver à ce fameux slogan Ubitei Djangatei. Mais si tel n'est pas le cas, ça sera un peu difficile qu'on puisse arriver à cela. C'est un souhait du ministre qui veut l'avoir, mais sincèrement, en tant qu'acteur de l'éducation nationale, je ne me vois pas dans ce slogan. C'est pas possible. Et ça n'existe nulle part. Je vous dis, ça n'existe nulle part dans le monde qu'on puisse Ubitei Djangatei. Ça n'existe nulle part. C'est pas possible. Moi, je pense qu'on peut Ubitei et attendre 15 jours pour pouvoir démarrer les apprentissages parce qu'il y a des révisions à faire et autres. Mon souhait le plus ardent, c'est qu'on puisse avoir une année scolaire apaisée. Mais rappelez-vous que nous, au sein du réseau des enseignants, on avait demandé à ce que le gouvernement puisse rencontrer les syndicats pendant les vacances pour pouvoir anticiper sur des futures perturbations. Si ce cas existe, si le gouvernement avait rencontré les syndicats pour pouvoir discuter sur des éventuelles plateformes revendicatives, on n'aura pas d'année scolaire perturbée. Mais si tel n'est pas le cas, on ne pourra avoir une année scolaire apaisée. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que présentement, le gouvernement a fait des efforts par rapport aux doléances des enseignants, mais il reste des choses à faire. Il y a des engagements qui ont été respectés, il y a des engagements qui sont en cours d'être respectés, il y a des engagements qui restent. Maintenant, il faut que l'État, à travers les ministères de la fonction publique et le ministère de l'Éducation nationale, puisse s'asseoir autour d'une table et de démarrer les négociations avant l'ouverture des classes. Parce que aussi, les syndicats ont un temps pour pouvoir diagnostiquer la situation de l'éducation, pour pouvoir diagnostiquer la situation de l'éducation, et ils ont un temps pour déposer un préavis de grève qui va durer 1 mois. Maintenant, on peut avoir une chance d'avoir une année scolaire apaisée si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir régler la question de ces revendications au niveau de l'éducation nationale. C'est important de le dire. Je vous ai dit que si aujourd'hui le gouvernement a démarré à anticiper sur ces négociations, a reçu les syndicats pour pouvoir discuter sur les plateformes revendicatives et l'état d'avancement de ces plateformes, cela pourrait nous éviter une année scolaire perturbée. Mais si tel n'est pas le cas, on peut se retrouver avec une année scolaire qui sera tout à fait chamboulée. C'est ça la situation. Maintenant,
je pense que l'État du Sénégal a pris les devants parce que aujourd'hui, tout le problème de l'éducation nationale, tout le problème de l'enseignant au Sénégal, c'est sa carrière qui doit être gérée. L'État a injecté 20 milliards dans l'éducation nationale pour prendre en charge ce qu'on appelle les rappels, les mises en solde et autres. Maintenant, attendons de voir ce qu'il y a, parce que nous, au sein du réseau, nous n'avons pas à faire une évaluation exhaustive de cette situation pour pouvoir donner les chiffres exacts de ce qui se passe. Maintenant, si aujourd'hui cette situation est dépassée, nous demandons à l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, de s'asseoir autour d'une table. Parce que c'est seule la négociation qui peut sortir l'école de cette situation. Maintenant, il y a lieu aussi de poser sur, si nous voulons avoir une école émergente, quel type de syndicalisme nous devons avoir. Parce que aussi, si nous ne réglons pas la question du syndicalisme au Sénégal, on ne pourra pas avoir une école émergente. N'est-ce pas? Donc, nous devons débattre sur la question du syndicalisme au Sénégal. Nous devons faire des propositions pour avoir des syndicats responsables et organisés. C'est ça la question. Donc, nous proposons au niveau du réseau national qu'on puisse avoir pas des états généraux, mais qu'on puisse discuter sur quel type de syndicalisme nous devons avoir au Sénégal pour pouvoir sortir cette école de cette situation-là. Ça, c'est un. Et quel type d'enseignants nous voulons avoir pour pouvoir avoir les résultats escomptés, pour que l'école du Sénégal puisse aller de l'avant. C'est important. Les recrutements, tout azimut, les systèmes de formation, ça pose problème au Sénégal. Donc, moi, je pense que il y a beaucoup de chantiers qui doivent être ouverts au niveau du ministère de l'Éducation nationale, mais je pense que notre ministre va prendre en charge toutes ces questions-là, parce que cette pléthore de syndicats qui existent au Sénégal, ces multitudes d'enseignants qui sont très mal formés et qui refusent de s'auto-former, ça pose problème. Donc, il y a des chantiers qui sont là, qui sont ouverts pour le ministère de l'Éducation nationale, pour le ministre de l'Éducation nationale, mais je pense qu'à travers ces techniciens, nous parviendra à trouver des solutions qui vont trouver l'accalmie totale au niveau de l'Éducation nationale. C'est important, parce que c'est le devenir de nos enfants qui est en jeu. Et nous ne devons pas jouer avec l'avenir du Sénégal. Un enseignant doit se former pour pouvoir donner des apprentissages. Mais par rapport à ces résultats, il faut interroger le passé. C'est-à-dire, il y a des systèmes qui ont été mis en place par le système éducatif. C'est-à-dire, le système redoublement zéro, ça n'existe nulle part. La question que nous devons nous poser, nous, en tant que secteur de l'éducation nationale, en tant qu'acteur de l'éducation nationale, c'est pourquoi les écoles privées font beaucoup plus de meilleurs résultats que les écoles publiques. Dans les écoles privées catholiques, pour aller en classe supérieure au primaire, il te faut au moins une moyenne de 5. Au minimum. Au minimum une moyenne de 5. Et les apprentissages sont les mêmes dans les écoles privées que dans l'école publique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons un système qui est là, qui laisse passer l'enfant jusqu'au CM2. Arrivé au CM2, obligatoirement, il va échouer. On va lui donner une chance jusqu'au CM2. On est en train de gâcher l'avenir d'un enfant qui n'aura ni le niveau jusqu'au CM2. Arrivé au CM2, il échoue à l'entrée en 6e, il réussit, on le fait passer aussi en 6e. Ça pose problème. Donc, c'est un système qui a un problème. Ce n'est pas les hommes. Est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir le système scolaire? Mais bien sûr, raison pour laquelle il faut faire ce qu'on appelle le DEP au niveau de l'éducation nationale. Revoir le système. Revoir le contenu du programme, revoir quel type de syndicalisme. Je vous ai dit tantôt qu'il y a un chantier, il y a des chantiers qui sont ouverts pour le ministre de l'Éducation nationale qui doivent être entourés, accompagnés de techniciens. Parce que le technicien aussi peut ne pas être un enseignant, qui doit être entouré de techniciens, qui croient aussi à la nation sénégalaise, qui ne pensent pas à des prébendes ni à des strapontins. Parce que aussi, nous sommes aussi tous, moi je suis issu de l'école publique sénégalaise, je me vois mal cette école publique sombrer. Je dois refuser cela. Qu'est-ce que je dois faire en tant qu'enseignant? Même si ce n'est pas encore le moment, l'État ne met pas les moyens pour que je puisse me former. Pour me former, moi en tant qu'enseignant, si j'ai l'avenir de ces enfants-là, je dois prendre en charge ma formation. N'est-ce pas? Parce que je sais que j'ai des enfants.
N'est-ce pas? Maintenant, l'État viendra en appoint pour pouvoir accompagner le secteur de l'éducation nationale. C'est ça le problème. Ce qu'il y a lieu de dire, nous avons un système éducatif malade, du début jusqu'à la fin. Si nous voulons avoir des résultats qui existaient dans les années 80, 90, 60, 70, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie de l'éducation. C'est vrai, nous sommes dans les temps modernes, mais l'orthodoxie est toujours là. Dans les temps, on avait de grands enseignants qui étaient venus dans l'enseignement par vocation. Aujourd'hui, vous voyez des cartouchards, des gens qui ont échoué, qui ne croyaient même pas à l'éducation. Par souci de trouver du travail, ils se mettent dans l'éducation nationale. C'est ça le problème. Donc, beaucoup d'enseignants, je n'ai rien contre les enseignants, c'est des collègues. Mais quand même, ces gens-là ne sont pas dans le secteur par vocation, ils sont là-bas parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire.